Donc le chef de l'administration présidentielle, on peut dire ça sous cette formule, il peut organiser des rencontres. Moi, je n'ai rien contre. Si ces rencontres sont bien préparées et si ça se fait dans une optique positive pour des résultats. Et Donald m'avait demandé d'ailleurs d'organiser une rencontre. Je dis oui, c'est tout à fait possible, parce que finalement c'est Zelensky qui est venu, qui vient à Moscou. Et à ce moment-là, on aura une rencontre. Allez-y. Votre visite revêt un caractère exceptionnel. Ça fait 4 jours que vous êtes en plein travail. Vous avez rencontré le président Xi Jinping. Quelle appréciation donnez-vous des échanges russo-chinois? Effectivement, comme vous l'avez dit, c'est une visite qui a pris plusieurs jours et qui est liée au fait qu'il y avait plusieurs rencontres importantes. Nous avons organisé cette rencontre de sorte que nous puissions nous déplacer sur de grandes distances plusieurs fois. Je vous rappelle que c'était le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, avec essentiellement la Russie, la Chine et la Mongolie, et la visite elle-même en République populaire de Chine. Et je dois dire que ce format de travail permet pas seulement de parler derrière une table de négociation, mais surtout de façon officieuse, d'avoir des échanges informels avec, dans une atmosphère tout à fait sympathique, de parler de tout sujet qui se présenterait. Et ça, c'est très important et très utile, en fait, en ce qui concerne les résultats. Ils sont tout à fait positifs, à mon avis. Les documents qui ont été adoptés, et je dis adoptés par tous les participants, visent l'avenir, et je noterai à cet égard l'initiative chinoise sur la gouvernance mondiale. Cela me paraît tout à fait opportun, et ce qui est important, c'est une initiative qui vise à une orientation positive de travail avec les pays qui se sont rassemblés en Chine, et nos opportunités avec de partenariats parmi les pays qui ne veulent pas parler de partenariat. Et tout cela pris ensemble, et cette unité parmi tous les participants est une manifestation évidente de cette humeur positive et de la conviction que nous pourrons atteindre les objectifs que nous sommes fixés. Allez-y. Monsieur Poutine. Interfax, je voudrais continuer sur le thème de votre visite en Chine à propos de l'aspect bilatéral. Un gros paquet de documents a été signé avec la Chine, et en premier lieu, ce sont des documents qui sont liés au projet Sibérie 2 de gazoduc, et c'est un projet qui en fait est un leitmotiv de toutes les discussions au plus haut niveau ces derniers temps. Et c'est même un révélateur du niveau de relation entre la Chine et la Russie au niveau mondial. Qu'en pensez-vous? Est-ce que les accords conclus, est-ce que ça réduit à zéro toutes les pensées qui émanent sur la Russie et la Chine dans le monde, et des tentatives d'inférer de l'extérieur sur ces relations? Pour être honnête, je ne comprends pas très bien de quoi vous parlez. Je suis occupé par le travail courant et je ne réfléchis pas aux suppositions, aux rumeurs, comme vous dites. C'est un travail qui a été fait, c'est un travail qui remonte à longtemps, évidemment, effectivement. Avec nos partenaires, nous en parlons depuis longtemps. Il y avait plusieurs itinéraires qui avaient été identifiés. Il y a des avantages, il y a des inconvénients, et les discussions ont duré bien plus d'1 an. Mais nous savons, vous comme moi, c'est connu que l'économie mondiale, malgré que de nombreux pays enregistrent une récession, notamment dans les économies majeures de l'Union européenne, mais l'économie mondiale continue à se développer, notamment dans la zone Pacifique-Asie, et le besoin en sources d'énergie augmente, notamment de l'économie chinoise, qui demeure un élément moteur de l'économie mondiale. Et donc c'est une croissance essentielle, et
Donc, on a vu une baisse de croissance, mais la base a continué à augmenter, et avec 5 et quelques pourcents aujourd'hui. Et ce sont 5 autres pourcents qui sont différents de ce qu'on avait il y a quelques années. Et donc, ici, on a une augmentation des besoins en ressources d'énergie et évidemment, on a trouvé enfin un consensus au cours des négociations. Et vous savez, ici, il n'y a rien de... c'est pas une opération caritative ni d'un côté ni de l'autre, c'est un accord qui est mutuellement avantageux, qui met en œuvre sur la base des principes de l'économie de marché, sur les besoins du marché, qui s'expriment précisément dans cette région du monde. Et le prix, lui aussi, de ce produit est déterminé aussi pas à partir des données d'aujourd'hui, mais pas selon une formule toute faite, mais sur des faits objectifs et sur la réalité du marché. Et donc, il y a une augmentation des besoins de l'économie chinoise. Il y a de la possibilité pour nous de livrer ce produit. Et donc, finalement, ce n'est pas lié à notre rencontre, c'est simplement le résultat d'un travail qui a été mené pendant des années au niveau des entités de chaque côté. Et évidemment, nous allons mettre en place des avantages concurrentiels pour nos amis chinois. Je le répète encore une fois, ils vont avoir ce produit selon des prix du marché et non pas des prix exagérément augmentés comme ça se produit aujourd'hui dans la zone euro, mais c'est surtout des livraisons qui sont stables, qui sont fiables, et tout le monde sera satisfait, tout le monde est satisfait de ce résultat. Et je vois que Gazprom, une de nos plus grandes entreprises, a la possibilité d'accéder à un nouveau marché. Avec la Mongolie, nous aurons un volume de 50 milliards de dollars. J'en ai à 37 milliards aujourd'hui, mais on a aussi des volumes qui vont augmenter. Et dans l'ensemble, ça va être plus de 100 milliards de mètres cubes. À vous. Donc on vous a caché. Bonsoir, Pavel Zarubin, chaîne Russia. Là, vous avez parlé hier, vous avez parlé des sources premières de la crise ukrainienne quand ce pays a été attiré vers l'OTAN. Et aujourd'hui, nous voyons que les dirigeants européens qui déclarent et qui réfléchissent à des garanties de sécurité pour l'Ukraine sont presque entièrement concentrés sur la question de déployer leurs propres troupes en Ukraine. Et d'autres insistent sur le fait que l'Ukraine doit entrer dans l'UE. Et nous voyons aussi que l'Union européenne, sous nos yeux, devient une sorte d'union, non pas économique, mais un bloc politique qui prend toujours des décisions agressives. Et toute cette situation, comment vous la commentez ? Je suis d'accord avec ceux qui considèrent que chaque pays a le droit de choisir lui-même un système qui lui assure sa sécurité. Ça concerne tous les pays, y compris l'Ukraine. Mais cela signifie aussi que la sécurité d'un pays ne peut se faire aux dépens de celle d'un autre pays, en l'occurrence celle de la Russie. Nous avons toujours été contre le fait que l'Ukraine soit membre de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, mais nous n'avons jamais mis en doute son droit à défendre ses intérêts économiques, d'assurer sa sécurité comme elle veut, y compris en participant, en étant membre de l'UE. Media Life, aujourd'hui, quand on parle de règlement en Ukraine, on entend souvent la question de garantie de sécurité contre la concession de territoire. Vous avez eu les discussions en Alaska et à l'époque vous disiez que la Russie était prête à se joindre aux travaux de recherche d'une garantie de sécurité. Excusez-moi, on a parlé de Zelensky. Est-ce que ça vous paraît aujourd'hui possible de mettre en place un accord avec lui? Ça vous paraît envisageable? Alors la première partie, encore une fois, c'était sur...
les efforts des Américains une formule de garantie de sécurité contre une concession de territoire. Non, la question n'a jamais été posée sous cet angle-là. Des garanties de sécurité, oui, c'était naturel et j'en parle régulièrement. Nous partons du principe que tout pays doit avoir ses garanties, un système de sécurité, et ça concerne l'Ukraine aussi. Mais cela n'est pas lié à une question d'échange de territoire. D'ailleurs, je tiens à le souligner, nous ne luttons pas tant pour des territoires que pour les droits des personnes qui vivent sur ces territoires de parler leur propre langue, de vivre dans le cadre de leur culture, des traditions qui leur ont été transmises par les générations qui les ont précédées, leur père, leur grand-père. C'est ça le premier point de ces discussions. Et si il y a des procédures démocratiques, notamment dans le cadre d'un référendum, les gens ont manifesté le vœu de faire partie de la Fédération de Russie, ça, il faut le respecter. C'est la démocratie, je le rappelle à ceux qui l'oublient. Et cela correspond totalement au droit international, je tiens à le rappeler. Regardons l'article 1er de la Charte de l'ONU, où il y a le droit à l'autodétermination. Mais cela, cette question d'échange de territoire contre la garantie de sécurité, ce sont des thèmes, oui, proches, mais qui ne sont pas liés directement. Et il en va de même dans la discussion que nous avons eue en Corrège. Sur la question de rencontrer avec M. Zelensky, j'en ai déjà parlé. Dans l'ensemble, je n'ai jamais exclu la possibilité de le rencontrer. S'il y a un sens à ces rencontres. Regardez bien. Conformément à la constitution de l'Ukraine, on peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, mais il s'agit de lire la constitution ukrainienne. Aucun mode de prolongation des compétences du président de l'Ukraine n'est prévu. Il a été élu 5 ans, voilà, c'est tout. Son mandat est terminé. Il y a une disposition selon laquelle, en état de guerre, les élections ne se déroulent pas. Oui, ça c'est prévu, mais cela ne signifie pas que le mandat du président est poursuivi. Ça veut dire que son mandat est cédé au président de l'Assemblée. En l'occurrence, il y a aussi les compétences du commandant des armées. Alors ça veut dire que si ces autorités veulent être légitimes et participer à ce processus de règlement, elles doivent organiser des élections, excusez-moi, pas des élections, mais un référendum, conformément à la constitution de l'Ukraine, sur les questions des territoires. Cela ne se décide que sur la base d'un référendum. Mais on ne peut pas organiser un référendum en cas de guerre. C'est aussi prévu par la Constitution. Donc, pour organiser un référendum, il faut supprimer l'état de guerre. Mais dès que cela sera fait, il faut passer à des élections. Et ce processus va durer de façon indéfinie. Et donc, quel sera le résultat ici? Il faut, après cela, avoir les conclusions du Conseil constitutionnel. Et comment obtenir ces conclusions, cette décision, si après que les autorités ont demandé de confirmer cette prolongation du mandat du président, en l'occurrence, il a refusé. C'est drôle, mais c'est quand même ce qui se produit. Les services de sécurité ont cessé de permettre le président du Conseil constitutionnel d'accéder à son bureau. Allez, fin du film. Mais en réalité, ce n'est pas tout à fait la fin, parce que, autant que je sache, je ne sais pas, à une époque, il était parti à l'étranger. Mais ces dernières années, certains membres du Conseil constitutionnel n'ont plus de mandat. Et il n'y a pas de quorum pour des prises de décision. Donc on est dans le brouillard.
Donc le chef de l'administration présidentielle, on peut dire ça sous cette formule, il peut organiser des rencontres. Moi, je n'ai rien contre. Si ces rencontres sont bien préparées et si ça se fait dans une optique positive pour des résultats. Et Donald m'avait demandé d'ailleurs d'organiser une rencontre. Je dis oui, c'est tout à fait possible, parce que finalement c'est Zelensky qui est venu, qui vient à Moscou. Et à ce moment-là, on aura une rencontre. Allez-y, Andrei. Andrei Kolesnikov, commerçant. Bonsoir. Considérez-vous que le monde multipolaire dont vous avez parlé à multiples repliques dès votre discours de Munich en 2007 et qui se constitue autour de la Russie, de l'Inde, de la Chine, est-ce qu'il existe déjà ou est-ce qu'il faut continuer à avancer? Et puis, si c'est possible, encore une question. Il y a quelques heures, le chancelier allemand, M. Merz, vous a qualifié de pire criminel de l'histoire. Il y a quelques heures qu'il a dit ça. Alors, est-ce que ce monde multipolaire s'est formé ou pas? Évidemment, en gros, oui, il s'est formé. Mais en même temps, je ne dirais pas que les dominantes sont identifiées. Quand on parle de la multipolarité, il ne faut pas parler de nouvelle hégémonie. Personne ne pose la question, ni dans le cadre de l'Organisation de coopération de Shanghai, ni dans le cadre des BRICS. Tous les acteurs des échanges internationaux ont les mêmes droits et du point de vue du droit international, doivent être dans une situation égale. Évidemment, il y a des géants économiques comme l'Inde, la Chine. Et d'ailleurs, notre pays à nous est déjà dans les 4 premiers pays, les 4 premières puissances économiques en parité de pouvoir d'achat. Oui, ça c'est une réalité d'aujourd'hui. Ce n'est pas notre calcul à nous, c'est le calcul des organisations internationales. Mais cela ne signifie pas que quelqu'un doit dominer dans le domaine politique ou par exemple dans un autre domaine comme celui de la sécurité. En revanche, nous ne considérons pas que doit apparaître des États dominants, mais tous doivent être égaux. En ce qui concerne les déclarations que vous venez d'évoquer, M. Peskov m'en a parlé il y a quelques minutes. Qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que c'est une tentative malheureuse de se débarrasser de ses responsabilités. Je parle de l'ensemble de l'Occident. Cette tragédie de l'Ukraine, qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai dit plusieurs fois. En 2014, les ministres de 3 pays européens étaient venus à Kiev et ont apposé leur signature au bas d'un document qui était un accord entre le pouvoir en exercice, le président Yanukovych à l'époque, et l'opposition. Et conformément à cet accord, pour toutes les questions difficiles d'ordre politique, il devait y avoir une résolution sur le plan constitutionnel. Et le lendemain, il y a eu un coup d'État sanglant, et aucun de ces pays garants n'a bougé le petit doigt pour rétablir la situation dans le champ légal. C'est là qu'a commencé le conflit, parce que tout de suite après cela, il y a eu des événements en Crimée et tout de suite après, le régime de Kiev a entrepris des opérations militaires avec usage des armes contre les régions d'Ukraine qui n'étaient pas d'accord avec ce coup d'État. Et ensuite, ils ont sapé toutes nos volontés de conclure des accords dans cette situation. Qui est coupable de cette situation? Ceux qui ont ignoré leurs engagements et les intérêts de la Russie dans le domaine de la sécurité. Si quelqu'un considère qu'on peut agir avec une telle négligence vis-à-vis des peuples, ils doivent savoir que ce genre de choses
quand la Russie est forcée d'observer de telles situations, nous ne pouvons jamais accepter cela. Oui, allez-y. Allez, le micro. Bonjour. Bonsoir, Olga Sklebieva, télécanal Russia. En Europe, de plus en plus souvent et de plus en plus fort, on parle de la nécessité de prendre notre argent, 300 milliards de dollars, pour le transférer à l'Ukraine. Surtout ceux qui pensent que ce n'est pas très bien et très dangereux, mais il y en a de plus nombreux qui pensent que c'est une bonne solution. Que pensez-vous? Et il y a une autre question plus importante. Y a-t-il une chance que on en finisse rapidement avec tout cela? Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que nous arrivons vers une fin? Je vais commencer par la deuxième partie, puisque c'est essentiel. En 2022, nous avions proposé aux autorités que les troupes se retirent du sud-est de l'Ukraine et qu'on en finisse avec cette guerre. Et cela n'aurait pas abouti à une incursion. Et ensuite, il y a eu nos collègues qui ont, quand nous avons retiré nos troupes de Kiev, on nous a dit maintenant, on va conquérir, on va se battre jusqu'au bout et voilà, les choses se sont passées comme ça. Et ça a été dit de manière très ouverte. C'est vous ou nous. Et c'est ainsi que les choses continuent. Mais il me semble aujourd'hui que, néanmoins, si le bon sens prévaut, si on peut parvenir à un accord sur une solution acceptable de cessation des hostilités, eh bien, ce sera possible, mais nous voyons l'administration, l'état d'esprit des États-Unis sous l'administration Trump, et il s'agit de trouver des solutions. Il me semble qu'il y a des possibilités, et nous verrons comment la situation se débrouille. Mais si nous n'y arrivons pas, eh bien, cela se conclura par par une continuation du conflit armé. Pour le vol d'argent, oui. On ne peut rien dire. Il y a des gens qui veulent prendre l'argent, d'autres qui ne veulent pas prendre l'argent. Mais sans ironie, pourquoi ceux qui ne veulent pas, eh bien, c'est ceux qui font de la finance, de l'économie, parce qu'ils se rendent compte que tous les principes d'économie et de finance internationale vont être violés. Et cela portera un énorme préjudice à l'ensemble de l'économie mondiale. Parce que, et c'est déjà le cas, dans de nombreux pays du monde, lorsqu'on essaie de réaliser ses propres plans de développement économique dans le cadre de régions particulières, c'est ce qui se passe. Et dans ce cas, le séparatisme économique va être forcé et l'ordre économique financier sera détruit. Allez-y. Bonjour, télécanal Zvezda. Konstantinov, est-ce que vous pourriez nous donner les dernières informations sur la situation sur la zone de l'opération militaire spéciale? Quelle est la situation sur le front et qu'est-ce qui a changé sur le champ de bataille concrètement? Tous les groupes, les groupes armés de la Russie, dans tous les domaines, attaquent.
attaque avec succès à des vitesses différentes, mais dans toutes les directions. Je ne vais pas tout énumérer, mais si vous représentez la chaîne Zvezda, eh bien, vous savez comment ça se passe. Comment réagit l'adversaire? Ce que nous voyons, c'est qu'ils essaient de prendre un peu d'heure, mais dans d'autres régions du champ de bataille, ils essaient de trouver des solutions. Mais si la situation ne change pas, il faut voir. Nous sommes à Pékin, mais aujourd'hui, ils envoient je crois, la 92e brigade dans un autre endroit. Ils sont en train simplement de remplacer les différentes divisions pour venir en renfort. Mais malheureusement, ils ne font que déplacer des lignes sur toute la ligne de front, des divisions sur toute la ligne de front. Et il y a pour parvenir à une action, mais l'analyse préventive de nos spécialistes montre que les possibilités de l'adversaire sont trop nombreuses, n'existent pas. Et ils ne sont pas en mesure de mener une opération de défense de grande ampleur pour contenir nos troupes. Et ce n'est pas un exemple unique. Cela se passe sur toute la ligne de front. Et c'est ce que pensent les experts. Les réserves sont de moins en moins fournies. Et les capacités au combat, aujourd'hui, sont de moins en moins importantes, moins de 48%, je crois. Voilà, et la situation pourrait être critique. Mais la bataille reste difficile, rude, et il est impossible, dans ces conditions, de faire des pronostics. Mais l'analyse, c'est celle que je viens de vous donner. Je vous en prie, je vous avais promis, allez-y. Bonjour, Igor Zhdanov, RT. Pour revenir, Monsieur le Président, en Alaska, sur le tapis rouge, vous avez commencé à communiquer avec le président Trump. Après les photos, vous avez voyagé en voiture avec lui et vous avez poursuivi vos discussions. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous vous êtes dit, dans quelle langue vous avez parlé, etc. En anglais, bien sûr. Mais au tout début, j'ai dit je suis très heureux de vous voir, vous êtes mon bon voisin et bien en bonne santé et en vie. Mais dans la limousine, nous avons parlé 30 secondes au début en anglais. Je lui ai raconté, il n'y a pas de secret, je lui ai parlé des sujets de négociation que nous allions aborder en Alaska. Quelle est la question? Question de culture. Elles sont toutes les questions sont de culture. Dans le domaine, vous avez parlé également du domaine culturel pour ce qui est de la Chine. Il y a des films, des échanges culturels, des films. Et au cours de sa visite à Moscou, avec la visite de M. Xi Jinping à Moscou, il y a eu une interview. Il y a des projets. Alors, l'idée du président Xi Jinping, nous avons assisté à un événement, à une projection, et j'ai dit que pénétrer le marché chinois est compliqué.
Et alors, il a proposé de produire un film ensemble. Et il y a ce film, donc le spectacle rouge, et je ne l'ai pas vu, peut-être que je le verrai demain ou après-demain, mais en tout cas, c'est un film qui est populaire, et je le regarderai avec plaisir. Et bien sûr, nous avons, avec le ministre de la Culture, vous pourrez lui demander, il précisera. Mais pour autant que je le sache, il y a déjà du travail qui se fait sur d'autres productions et c'est une bonne voie, effectivement, pour pouvoir pénétrer le marché chinois qui est énorme. Allez-y, je vous en prie. Monsieur le Président, si vous le permettez, nous allons poursuivre sur le cinéma. Il est sorti un film en Occident aujourd'hui où l'un des personnages, c'est vous. Le film s'appelle Le magicien du Kremlin. Est-ce que vous avez vu ce film? Est-ce que vous avez vu quelques images? Les images, et notamment de l'acteur Jon Snow qui joue votre rôle. Je ne peux rien commenter à ce sujet. Et si vous me permettez, un autre sujet. Aujourd'hui, il y a la question de la santé. Aujourd'hui, on a vu des images où, avec le président Xi Jinping, vous avez parlé de l'âge pour faire des greffes éternelles. Vous pensez que les gens peuvent vivre 150 ans? Oui, au défilé, le président en a parlé, oui. C'est un sujet qui est contemporain. Monsieur Berlusconi en avait parlé en son temps. Et il y a des recherches. Il y a de la chirurgie pour remplacer des organes, ce qui permettrait à l'humanité d'espérer de vivre de manière active, pas comme aujourd'hui, mais d'augmenter de façon substantielle la longueur de la vie. Et je crois qu'on en a parlé aussi à l'ONU. Je peux me tromper, mais dans les années 50, déjà, on en parlait. On dit que, vous savez, il est prévu que les gens de plus de 65 ans sur la planète seront plus nombreux que les gens de 25 ans. Et il faut réfléchir à tout cela lorsque nous parlons de l'augmentation de la longueur de la vie. Merci. Dites-nous, pour revenir à votre visite et à son programme, l'OSCE est très importante. Quel est son rôle? Et est-ce que l'OSCE peut constituer une union politique qui va pouvoir permettre de résister? Oui, l'OSCE est appelé à résister, mais je vais rappeler qu'au cours des discussions, jamais, en aucune manière, nous avons pu parler de confrontation. Aujourd'hui, nous travaillons ensemble avec de façon positive. Et pour ce qui est... il ne s'agit pas de dominer quelqu'un ou d'être dans une philosophie de confrontation, pas du tout. Il s'agit de voir comment on peut organiser notre propre travail et comment unir nos efforts pour parvenir à des résultats positifs. Oui.
Monsieur le Président, dites-nous aujourd'hui, il y a un 19e paquet de sanctions préparé par l'Europe. Comment vous avez discuté avec beaucoup de membres de l'OSCE, avec des partenaires qui peuvent jouer un rôle très important, l'Inde ou la Chine. Qu'est-ce qu'ils pensent à ce sujet et comment nous pouvons réagir et qui en souffre le plus, à votre avis? Vous savez, étrangement, nous n'en avons pas beaucoup parlé parce que cela ne nous touche pas. Les événements en Ukraine ne sont qu'un prétexte pour résoudre des questions à caractère économique dans de nombreux pays. Pour défaire des liens économiques à qui ça ne convient pas. Mais il existe une proportion entre les États-Unis, l'Inde, les États-Unis et la Chine, une disproportion des échanges, et également entre le Brésil et les États-Unis. Ça, c'est la première chose. Ensuite, l'ultimatum était du 8 août, eh bien, pour les droits de douane du Brésil. Et pourquoi le fait-on? Je veux dire que le problème est un problème de politique intérieure, y compris un problème lié aux relations entre les différentes parties de l'autorité. Cela n'a rien à voir avec l'Ukraine. Et ensuite, oui, il existe des déséquilibres, des échanges, et à notre avis, il faut résoudre ces problèmes par la négociation. Et avec des consultations détaillées avec nos différents partenaires. Et avec certains d'entre eux, nous avons un déséquilibre qui n'est pas en notre faveur. De quel ordre? Eh bien, il faut nous mettre d'accord sur le fait qu'est-ce qu'ils pourraient nous livrer, qu'est-ce que nous, on pourrait leur livrer. Et il s'agit de trouver des solutions à ces problèmes. Et nous y arrivons. Avec certains partenaires, il y a certains partenaires qui livrent 3 fois plus de biens sur notre marché que nous. 3 fois plus. Eh bien, il faut être patient et résoudre ces problèmes. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, pour des pays comme l'Inde, c'est 1,5 milliard de personnes. La Chine, c'est 1,3 milliard de personnes. Et avec leurs propres lois de politique intérieure. Et comment les autorités de ces pays peuvent agir envers des personnes qui ont subi le colonialisme, les tentatives diverses. Comment doivent-ils réagir? Si ils le font de manière inappropriée, eh bien, la politique, leur carrière politique est terminée. Et on ne peut pas parler aujourd'hui avec ses partenaires, lorsqu'on les a colonisés, on ne peut pas parler avec ses partenaires de façon sur ce ton. Il s'agit de revenir à un cours normal de dialogue économique. Alors, dernière question. Oui, mademoiselle, allez-y. Négociation. De quelle négociation parlez-vous? Vous aviez dit que vous étiez prêt à relever le niveau du groupe de négociation avec l'Ukraine, qui pourrait être Sergei Lavrov, M. Ushakov, ou peut-être le ministre de la Défense, M. Belousov. Êtes-vous satisfait du niveau de Medinsky? Je suis satisfait du niveau de négociation. S'il y a la nécessité de relever encore le niveau de discussion, et notamment au niveau politique, nous y sommes tout à fait prêts.
Pour l'instant, je ne voudrais pas entrer dans les détails et donner des noms, mais nous sommes prêts effectivement à relever ce niveau jusqu'au niveau politique. Ce qui est important, c'est les résultats. Et ce que fait actuellement notre groupe de négociation sous la direction de mon aide, M. Vladimir Medinsky, je pense que c'est un bon exemple de retenue et de professionnalisme. Allez-y. En fait, je voudrais parler avec vous du travail de Witkoff parce que aujourd'hui, en Occident, il y a une vague de critiques à son égard. Dans la presse, des hommes politiques l'accusent de mal vous comprendre dans les négociations, de mal transmettre les positions du président Trump et de ce qui se discute avec vous. Et citation, qu'il est trop sympathique, trop bien disposé vis-à-vis de la Russie. Quelle appréciation vous avez? Pour apprécier le travail de l'assistant du conseiller du président américain, ce n'est pas mon travail, mais c'est quelqu'un qui fait partie de son donneur d'ordre. C'est son employeur, c'est le président Trump qui peut donner son avis. Je suis absolument convaincu que M. Witkoff expose dans ses contacts avec moi et d'autres autour des autorités russes. Il transmet effectivement la position du président américain et pas celle d'une autre personne. Et les discussions que nous avons eues avec lui ont montré que c'était des discussions tout à fait honnêtes, qu'il transmet de façon fiable la position du président américain à la Fédération de Russie. Et je n'ai aucun doute du fait qu'il manifeste cette position de façon claire dans les discussions que j'ai eues avec lui, notamment à Anchorage. Et je peux dire qu'avec monsieur, les discussions que j'ai eues avec M. Witkoff ont été confirmées pleinement lors de mes discussions avec le président Trump. Et il n'y a eu aucun moment qui puisse montrer qu'il y a eu un désaccord. Ce sont des discussions délicates, oui, ça c'est clair, évidemment. Mais cette critique qui émane à l'encontre de M. Witkoff, c'est ceux qui n'aiment pas cette position. C'est la position de M. Trump qui ne leur plaît pas. C'est ça le problème. Après, les approches vis-à-vis des modalités de règlement sont diverses. Certains disent qu'on peut se battre jusqu'au dernier Ukrainien. Et d'autres, c'est en Europe par exemple, c'est ça. Et puis il y a ceux qui pensent que notamment des représentants de l'administration américaine actuelle et le président lui-même qui cherchent à trouver une solution. Et le premier parti, le parti de la guerre, cherche toujours à agresser l'autre parti, le parti de la paix. Et tout le reste, ce sont des suppositions, ce sont des insinuations, des tentatives de renforcer sa position. Trump, on vient d'en parler. Allez-y. Aujourd'hui, M. Trump, avant même le défilé militaire, a commenté ce défilé militaire chinois et il a dit qu'il espérait que M. Xi Jinping garderait le souvenir des soldats américains qui s'étaient battus aux côtés de la Chine dans la Deuxième Guerre mondiale. Et il a écrit, c'est du sarcasme ou pas, on ne sait pas, transmettez mes meilleurs voeux à M. Poutine, à M. Kim Jong-un et à M. Vous êtes en plein complot contre les États-Unis. Quel commentaire vous faites? Le président américain, c'est quelqu'un qui a un sens de l'humour, tout le monde le sait. J'ai avec lui de bonnes relations. Nous avons des relations très bonnes. On s'appelle par nos prénoms. Et aussi curieux que cela puisse paraître, au cours de ces 4 ans, de ces 4 journées de discussions informelles que nous avons eues, et aussi bien que les discussions officielles, personne n'a jamais rien dit, quoi que ce soit de négatif à l'égard des autorités américaines actuelles. C'est la première chose. Deuxième chose, tous, sans exception, mes interlocuteurs, tous, j'insiste là-dessus, ont soutenu la rencontre que j'ai eue à Anchorage avec le président américain. Et tout le monde a exprimé l'espoir que la position du président Trump
et la position de la Fédération de Russie et d'autres participants aux discussions parviendront à la fin du conflit. Ça, il n'y a aucune ironie, je ne plaisante absolument pas, je le dis publiquement, cela sera vu du monde entier, c'est le meilleur gage du fait que je dis la vérité, parce que cela, c'est ce qu'ont entendu ceux avec qui j'ai parlé pendant des heures. Ils ont entendu ce qu'a dit le président Trump. Et je ne le dirais pas si ce n'était pas le cas. Sinon, je passerais mal aux yeux de mes partenaires et des gens avec qui je discute. Donc, ce que je vous dis, c'est tel que ça s'est passé. Encore une fois, je reviens à ce que je viens de dire à votre collègue. L'activité de l'Organisation de coopération de Shanghai, notre organisation stratégique, n'est pas orientée dans une lutte contre quelqu'un. Elle est orientée pour trouver les meilleures modalités d'améliorer nos situations à nos pays, à nos peuples. Allez-y. RIA Novosti. Monsieur Poutine, ces derniers temps, depuis Bakou, on a entendu certaines critiques à l'égard de la Russie. Nous voudrions savoir l'appréciation que vous donnez de l'état actuel des relations entre nos deux pays. Que s'est-il produit entre nous et comment peut-on améliorer un dialogue? Vous vouliez poser une question, vous en avez posé 4. Je réponds brièvement. Il y a toujours des questions qui s'opposent entre deux pays au cours des relations. En fonction de la conjoncture politique, il y a des problèmes. Ils existent. Avec le président Aliyev, on s'est dit bonjour aujourd'hui. Et avec son épouse, on a échangé 2-3 mots. Je considère que fondamentalement, les relations entre l'Azerbaïdjan et la Russie ont toujours un intérêt pour le développement des relations mutuelles et tout reviendra à sa place. À vous? Komsomolskaya Pravda. Monsieur Poutine, nous avons aujourd'hui beaucoup parlé de la guerre en Ukraine. Que propose l'Europe? Quelle est la position des autres pays? Votre position? Mais il y a une question que nous n'avons pas abordée qui me paraît essentielle. Chacun d'entre vous pose une question essentielle. Vous avez régulièrement des rapports de l'État de la situation sur le front et nous savons que vous échangez régulièrement avec ceux qui se battent sur le front dans les tranchées. Eux, qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce que eux sont prêts à accepter un cessez-le-feu ou un autre accord, ou est-ce qu'ils veulent continuer à aller jusqu'au bout, jusqu'à la victoire? Dans leur écrasante majorité, j'insiste là-dessus, ils sont pour que la Russie parvienne à tous les objectifs qu'elle s'est fixés en lançant cette opération internationale. Le reste est secondaire. Comment? Évidemment, par des moyens pacifiques. Et nous proposons à la partie adverse, dans tous les sens du terme, nous avons proposé diverses solutions et nous verrons comment cela va évoluer, et notamment avec la coopération de l'administration actuelle des États-Unis. Ça peut durer longtemps encore, Monsieur le Président. Oui, mon attaché de presse ne veut pas travailler, alors que vous voulez. Monsieur Poutine, Izvestia a encouragé, je vous invite invité Monsieur Trump à venir à Moscou et de le rencontrer là-bas. Y a-t-il des préparatifs d'une telle rencontre aujourd'hui? Y a-t-il un accord? Et peut-être avez-vous un délai à proposer? Aujourd'hui, il n'y a aucun délai. Les préparatifs sont en cours. L'invitation est sur la table. À vous. Monsieur Poutine, Moskovski Komsomolets, vous dites que la Russie et la Chine se prononcent pour un monde juste sur la base de la majorité mondiale. Dans le cadre du système politique mondial actuel, qu'y a-t-il d'injuste et quels mécanismes peuvent parvenir à une justice ici? Alors, le premier problème, c'est un monde unipolaire. Et ce que nous voulons, et nous construisons nos relations sur la base majoritairement de l'idée selon laquelle
tous, je ne parle pas de quantité, mais je parle d'unité des positions dans notre coopération. Et l'idée, je dis, c'est que nous voudrions que le monde doit être multipolaire. Ça veut dire que tous les acteurs sont égaux. Et il n'y a pas de plus égaux que les autres. Dans ce monde unipolaire doit cesser son existence, notamment dans l'intérêt de ceux des peuples dont les dirigeants continuent à maintenir, à s'accrocher à ce système qui a vieilli. On va s'arrêter là. Je vous remercie. Au revoir.